enfin, nous concernons en tant que parti, dont les interdictions d'activer librement jusqu'à être menacés à un moment de dissolution et de suspension. Le nouvel projet de loi sur les partis politiques est déjà conçu pour revenir sur tous les acquis d'octobre 81 et de la parenthèse de l'ouverture démocratique dans la mesure où celui-ci définit lui-même le champ d'intervention des partis, les socles idéologiques et l'objectif des partis en tant que soutien à la politique gouvernementale. C'est parce que pour certains d'entre vous ont lu un peu l'avant-projet de loi sur les partis politiques. En fait, il porte en lui la remise en cause totale de l'ouverture démocratique de 88, mais aussi, il est plus grave encore. Vous serez, en tant que parti politique, là, juste pour, en fait, applaudir tout ce qui est produit, tout ce qui est dicté par le gouvernement algérien. Et ça, c'est inadmissible en tant que parti. Il est aussi inadmissible pour tous les citoyens algériens qui aspirent au changement. Alors, je disais, la loi syndicale actuelle, quant à elle, fera rougir, y compris le modèle des organisations de masse de l'ère soviétique. Ce projet de loi, cette loi aussi, elle a été adoptée concernant les syndicats. Dans les syndicats maintenant, ils n'ont plus le droit de revendiquer dans la rue leur désir de changement de la politique gouvernementale. Et ceci aussi, c'est quelque chose de fatal pour un pays qui a connu une petite ouverture et qu'il va falloir maintenant défendre justement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous insistons à chaque fois dans nos sorties pour que nous fassions front par rapport à toute cette offensive du régime pour justement remettre en cause, aller dans la remise en cause justement des acquis de 88. Au sujet maintenant du bilan économique et social. Le marasme qui touche les entreprises à cause à la fois des problèmes importants d'intrants, des passe-droits et d'une justice aux ordres bouche les perspectives pour une jeunesse réduite à chercher les moyens de fuir le pays. Le SMIC réduit à quelques kilogrammes de la viande importée suffit pour illustrer l'angoisse des chefs de famille. Chers amis, personne ne l'ignore, sont les revenus du pétrole, du gaz, les autres minerais extraits du sous-sol, avec leur cours élevé, le trésor public serait dans l'incapacité à faire face au salaire de la fonction publique pour soutenir un quelconque programme social. La nouvelle loi de finances adoptée tout récemment à la USAID avec un déficit budgétaire de près de 60 milliards de dollars consacre une belle part aux dépenses improductives, fonctionnement, sécurité et rattrapage. Les incertitudes causées par les bouleversements stratégiques dans le monde risquent d'accentuer les pressions sur le pays. L'arrivée du président Trump peut être une occasion pour la relance de l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste. Et si ce scénario aboutit, il faudrait s'attendre à des répercussions importantes qui creuseront les déficits, accentueront la dévaluation du dinar, le chômage et une plus forte dégradation des services publics pour alimenter une crise largement contenue par la rente. Chers amis, je sais que le RCD est attendu sur ses positions sur l'immigration, à un moment où les tensions géopolitiques et diplomatiques impactent lourdement sur les relations internationales. Le RCD a pris des positions sur l'immigration qui, de tout temps, tranche avec le traitement que lui a infligé le système du parti unique et les différents détenteurs du pouvoir depuis l'indépendance. Pour nous, l'immigration constitue un formidable potentiel de ressources démocratiques et de compétences. En fermant le pays à cette immigration, le pouvoir veut se protéger de la contagion des libertés et du fonctionnement démocratique des institutions. Il l'empêche de fait
de participer au développement du pays. Une diaspora qui a été une cheville ouvrière pendant la lutte pour le recouvrement de l'indépendance nationale peut être d'un apport exceptionnel pour l'aboutissement des luttes démocratiques contemporaines dans notre pays. Chers amis, je sais que notre diaspora dans sa majorité réussit dans divers domaines de la vie économique, culturelle et même politique. Cette place dans les pays d'accueil doit être renforcée et il est nécessaire de la transformer en passerelle entre les peuples au lieu de la diaboliser comme le fait de manière primaire et réductrice le discours pseudo-nationaliste chez nous et les regains populistes, voire néocolonialistes, ici, conséquents de crise. Vous le savez certainement, si le RCD, qui s'est battu et qui a obtenu que l'immigration soit représentée directement dans l'Assemblée nationale, comme elle l'a été au sein des instances dirigeantes dans le combat de libération nationale. Pour nous, cette démarche doit avoir d'autres déclinaisons dans la vie du pays et de notre diaspora. Nos rapports amicaux avec de nombreuses chancelleries, je parle là du parti, avec de nombreuses chancelleries étrangères que nous voulons toujours renforcer, participent de la défense des intérêts de l'Algérie et de ses ressortissants là où ils sont. La politique est aussi une diplomatie partisane, forte, qui lutte pour l'intérêt du pays et de son peuple. Les mécanismes à mettre en place existent, mais le préalable d'un pouvoir légitime et démocratique est incontournable. Les compétences scientifiques installées à l'étranger ne demandent qu'à participer à la promotion de l'université algérienne. De même qu'une politique fiscale adaptée et la levée des entraves administratives à même de favoriser l'épargne et le transfert des capitaux verts afin de permettre aux opérateurs expatriés d'être au fait de toutes les opportunités économiques nationales. L'encouragement notamment par des subventions de l'action du mouvement associatif autonome, de la communauté immigrée et la facilitation des échanges et jumelages avec l'Algérie. La prise en charge effective de la protection consulaire, notamment pour les personnes fragilisées par leur situation administrative, comme c'est le cas de nombreux sans-papiers, et enfin la mise à l'abri des marchandages politiques, des accords bilatéraux favorables à notre communauté. Je n'ai fait que lister quelques propositions que vous pouvez trouver dans notre programme politique. Le RCD qui milite pour la souveraineté de notre peuple en tant que parachèvement de notre indépendance nationale, arrachée de haute lutte des mains des forces coloniales, n'est pas un partisan du discours à la carte. Il assume et défend son programme partout et avec la même constance. Pour nous, les libertés fondamentales, l'égalité en droit, la laïcité de l'État et la décentralisation dans un État unitaire régionalisé en tant qu'instrument démocratique de gestion de la vie publique ne sont pas négociables en tant qu'objectif de notre action. Notre appel, maintes fois renouvelé au dialogue, a pour but de sortir le pays d'un autoritarisme qui alimente chaque jour un peu plus le fossé entre les institutions frappées d'une illégitimité et les citoyens qui aspirent à construire un État qui protège le pays et les citoyens. Pour ce faire, le RCD estime que la balle est dans le camp du pouvoir. Rien de viable et de durable ne peut se faire sans le respect de la Constitution et des libertés qui dictent la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la liberté de circulation sur tout le territoire national et à l'étranger, le respect des procédures judiciaires et des libertés d'expression et d'organisation. Un pouvoir
qui tourne le dos aux revendications légitimes de son peuple, s'éloigne dangereusement de sa mission fondamentale, qui est de servir et protéger les intérêts de tous. Écouter, c'est reconnaître la dignité de chaque citoyen. Répondre, c'est consolider et garantir l'avenir de notre démocratie. Posons ensemble les bases d'un dialogue ouvert et constructif. C'est dans cette union entre le peuple et ses institutions, je dis bien légitimes, où réside la véritable force d'une nation. Merci pour votre attention. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Il y a un sac, je ne sais pas qui appartient. Un sac gris, c'est ça? D'accord, un sac à dos gris assez manchable. Donc on passe la parole aux intervenants et aux invités. Et j'invite Monsieur Aïssa Ahmoun, le secrétaire général de la FIDIH, la Fédération internationale des droits humains, à intervenir. Merci. Merci, Yes. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire international de la CD, chers amis. Effectivement, j'ai bien entendu et suivi le discours de M. Kouzaouas, Ahmed Aziz, Mahba Bik Baris, Azout Foulay. Je crois qu'on est dans un pays, imaginez un pays où des Algériens, les citoyens algériens, les citoyennes et citoyens algériens n'arrivent pas à trouver 50 mètres carrés pour se réunir. 50 mètres carrés pour échanger, se détester, se contredire, construire et envisager, s'entendre, se comprendre et entreprendre. Un pays, effectivement, ce grand pays continent, comme présenté par les potentats du régime, avec les différentes campagnes de manipulation, ou un parti issu, justement, d'un mouvement qui est le 8 octobre 1988, qui a permis aux Algériens de découvrir ce jasmin de liberté, cette odeur de débat contradictoire, cette volonté de construire politiquement. Et toutes les constructions politiques sont des constructions démocratiques. Se voir interdire d'organiser une université d'été, se voir interdire de tenir une réunion organique chez lui, dans sa maison, dans ses locaux, se voir interdire ses militants de voyager, bafouant ainsi, violant ainsi tous les droits fondamentaux, y compris celui de la libre circulation des personnes. Et que la libre circulation des biens, bien sûr arrangée par les régimes d'en face de la rive nord de la Méditerranée, sont accordés aux enfants, aux potentats de notre régime. On se retrouve aujourd'hui dans une situation, ce n'est même pas l'exercice de la militance ou de l'acte politique qui est interdit en Algérie, c'est l'exercice de la citoyenneté. Parce que quand on dit l'exercice de la militance ou de l'acte politique, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui fonctionne normalement, avec des institutions, une opposition, une presse libre, des hommes et des femmes de lettres du monde artistique qui sont libérés et libres, qui exercent leur profession, leur art avec toute liberté, et que l'exercice de la chose politique
est devenue par la volonté de ces potentats internationaux, parce qu'on est aussi dans une conjoncture internationale très particulière, où la société civile, les espaces de la société civile sont rétrécis davantage. Donc ce genre de violence, vous voyez le cumul de violence, en partant par la violence dans le comportement institutionnel, arrivant à la violence législative. Et Ahmed a évoqué l'article 87 bis du Code pénal, qui est une bombe à retardement contre l'exercice justement de la citoyenneté. Et l'exercice de la citoyenneté commence صباح بكري كي تنوض وتحل عينيك. صباح بكري كي تنوض وتحل عينيك tu deviens citoyen. نهار وين تخرج من كرش تاع يماك tu deviens citoyen. Plein et entier. Et cet exercice justement qui est refusé aujourd'hui par le régime algérien. Ce meeting intervient aussi dans une conjoncture particulière, c'est la conjoncture internationale. Tout le monde s'accorde à dire que ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine, en Syrie, et un peu partout dans cette région, se passe dans ces régions. Nous, on trouve à la FIDH que ce qui se passe dans cette région ne se passe pas dans la région, mais sur la région. L'instinct grégaire, autoritaire, l'instinct dominateur, colonisateur des pays occidentaux vont nous faire payer très cher au peuple algérien, à l'État algérien, le fait de ne pas y aller dans la voie démocratique. Et c'est pour cela aujourd'hui la construction politique et la construction démocratique indique et doit orienter les partis politiques de l'opposition surtout à construire ensemble avec la société civile qui est un partenaire et non un adversaire. Marhaba bik Khalif, et bon courage à votre âme. Je vous remercie. Merci Aïssa. Je rappelle que Aïssa Ahmed, c'est le secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Donc on passe la parole à Réponse internationale. Je pense que c'est Bokhalka Ben Mahamar. Donc Bokhalka Ben Mahamar, membre de Réponse internationale. Bonjour tout le monde. On remercie le RCD pour cette invitation à prendre part à ce article. Le sang. Je vois comme ça, c'est bon. Désolé, j'ai une voix qui ne porte pas, un petit peu malade. Donc je renouvelle encore une fois Azul et bonjour tout le monde. Je remercie le RCD de nous avoir invités à participer à ce meeting. Alors, c'est très important pour nous. On a toujours plaisir à se retrouver et le plaisir est sans cesse renouvelé de voir des visages qui nous sont familiers. Et je serais tenté de dire que nous avons toujours et nous nous retrouvons toujours avec une poignée d'irréductibles que l'on croise depuis une vingtaine d'années, qui sont là, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Donc c'est une poignée d'irréductibles qui porte les projets démocratiques en Algérie, qui transcendent les limites des partis. Je tenais juste à ouvrir une parenthèse et à la fermer aussi vite. Je m'adresse à la jeune équipe dirigeante du RCD. Vous avez réussi la prouesse de provoquer et de vivre la rupture générationnelle que beaucoup de partis politiques en Algérie n'ont pas su faire. Et vous avez su aussi faire la mutation de votre organisation politique parce que vous avez su accompagner les mutations de notre société en accompagnant et en faisant votre propre mutation. Ce qui est important, cela prouve qu'il y a
une intelligence intuitive dans cette jeune équipe, où j'ai la chance d'avoir côtoyé pas mal d'entre vous, et c'est très important de le dire. Alors que nous avons des partis qui ont eu des trajectoires qui aujourd'hui sont rentrés dans les rangs de la normalisation, se retrouvent, qui font honte au parcours de ce parti, la parenthèse est fermée. Donc nous tenons, à partir de cette tribune, à exprimer notre soutien à l'ensemble des détenus et à leurs familles qui vivent des drames quotidiens, qui vivent des drames non seulement quotidiens, mais qui a hypothéqué l'avenir de ces familles entières. Tout simplement, parce que comme l'ont rappelé les précédentes personnes qui ont pris la parole, parce qu'à un moment ou à un autre, on s'exprime sur un sujet qui nous concerne, on s'exprime, on donne son avis ou son opinion, ou sa vision des lendemains meilleurs pour notre pays, ce qui est un minimum, et se retrouver en prison pour ce genre d'ineptie, c'est une situation quand même qui est un minima kafkaïen parce qu'on n'arrive pas à la comprendre, si ce n'est la nature profonde et réelle du régime. Donc, je pense que la question à ce niveau-là, elle est claire, elle trouve sa réponse dans ce qu'est le régime. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire de grandes études pour savoir quelle est la nature de ce régime. Nous tenions aussi à exprimer notre solidarité indéfectible et sans cesse renouvelée aux défenseurs des droits, où nous avons des avocats qui sont sans cesse, qui font l'objet de harcèlement judiciaire ou de harcèlement tout court dans le cadre de la mission noble qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de s'en acquitter dans la dignité. Alors, les détenus politiques payent la rançon de la dignité. Ils la payent à notre place parce que nous sommes ici. Et en cela, nous leur sommes redevables. Et ceux qui les défendent aussi une partie de cette dignité. Et ils la payent à leur façon. Certains se retrouvent aujourd'hui en Europe, se retrouvent aux États-Unis ou au Canada, parce que c'est la prison ou l'exil. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, vient d'écoper de 2 ans d'emprisonnement avec assorti d'une amende de 200 000 dinars. Quel a été son tort d'avoir voulu l'Algérie, tout simplement. Nous nous exprimons aussi sans réserve aucune, parce que nous ne devons jamais être complexés par les origines des uns et des autres. On s'exprime sur le martyr de la région de la Kabylie et de la région de la Barbarie. Ils ne sont pas oubliés. Nous ne sommes pas nous ne ressassons pas le passé tout simplement, mais nous estimons que cette région a payé pour quelque chose dont elle n'est pas responsable, mais c'est plutôt le régime qui en est responsable. À ce jour, nous mesurons les propos que nous tenons dans le cadre de notre organisation, à savoir une commission internationale, parce que les commissions nationales ad hoc n'apporteront jamais de réponse sur l'origine, la provenance des incendies et les manipulations qui s'en ont suivi après. On s'est retrouvé avec des parodies de procès où on n'a pas fait uniquement le procès d'un certain nombre de personnes, mais on a fait le procès de toute une région. Cela dit, il ne faut pas non plus minimiser cette dimension scabreuse et diabolique du régime qui n'hésitera pas une seconde à sacrifier notre vie. Je pense que les organisations politiques qui continuent à œuvrer dans le sens d'une fédération plus large payent cet engagement. Je ne rappellerai pas les péripéties du RCD depuis 5 ans, à savoir les diverses pressions, les diverses interdictions, mais toujours est-il qu'elles sont révélatrices aussi du choix fondamental du régime de passer d'un régime autoritaire à celui de dictature. Cela a été confirmé durant l'année 2023 par la nouvelle loi sur l'information et en avril de cette année
sur les décrets d'application de l'article 87 bis, où c'est tout un arsenal, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, fait de tout citoyen algérien qui porte l'idée de changement, qui s'exprime sur le moindre sujet, fait de lui quelqu'un qui est susceptible d'être pris pour un terroriste. Le risque à terme, c'est de galvauder le sens de terrorisme. Vous imaginez, vous, l'ineptie de la situation, de mettre sur le même pied d'égalité quelqu'un qui va trancher le cou d'une personne et quelqu'un qui aura tenu un propos, il demandera Algérie libre et démocratique, se retrouver accusé du même délit. Dans quel monde vivons-nous? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi pour nous, nous avons plaisir à vous retrouver ici, mais nous aurions plaisir aussi à vous retrouver chez nous en Algérie. C'est très important pour nous. Et je pense que ce que vous faites au jour le jour, portalement, c'est l'engagement. Votre engagement n'est pas à la carte comme vous l'avez signifié, et en cela nous en sommes conscients. Et je pense que la responsabilité est historique. Elle est historique à plus d'un titre, mais historique avec un grand H. Nous vous disons, comme disent les Bretons ici, bon vent, et espérant qu'on aboutira et qu'on pourra se retrouver en Algérie dans une grande fête démocratique. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, c'est Adel Bouchergui, c'est président du comité de sauvegarde de la LADDH, la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme. Merci Elias. Salam alaikum. Bonjour à toutes et tous. Je remercie nos amis du RCD Immigration pour cette aimable invitation et je salue l'engagement du parti RCD pour les libertés individuelles et collectives en général et sa solidarité indéfectible avec la Ligue, en particulier après sa dissolution en Algérie et même bien avant. Aujourd'hui, je m'exprime devant vous en ma qualité de président du collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, une association dernièrement créée en France pour prolonger le combat et la mission de la LADDH historique. Mais je m'exprime aussi et surtout au nom de tous les militants de la LADDH restés en Algérie et qui ne pourront le faire à cause d'une décision arbitraire qui les a privés de leur instrument de lutte. Une lutte pour les droits des autres et pour la dignité de tous. Je leur rends un vibrant hommage. Je veux et je vais être leur fidèle représentant et leur fervent défenseur. Chers amis, nous nous réunissons ici à Paris parce que nous ne pouvons plus le faire à Alger, à Tizi Ouzou, à Oran, à Constantine, à Bijaya, à Tamras. Cela est en soi le plus grand indicateur de l'aggravation de la situation des droits humains et la fermeture de tous les espaces, même les librairies d'ailleurs. Aujourd'hui, même les danseurs ne sont pas épargnés. Et je pense à SNS particulièrement. Vous connaissez un don de danse et les profs de danse. Mais il a des armes, on ne sait pas où est-ce qu'il les cache parce qu'il est accusé de terrorisme. L'appartement, c'est un groupe terroriste. Des dizaines de détenus restent en prison aujourd'hui. Et ceux qui en sortent après avoir purgé leur peine ou suite à des grâces présidentielles souvent douteuses sont immédiatement remplacés par des vendeurs. La machine à traquer les citoyens de tous bords politiques ne s'arrête pas. Elle demeure silencieuse, mais impitoyable. La moindre opinion critique, le moindre propos contestataire est sanctionné par une justice aux ordres. Ainsi, le retour à l'article 87 bis du Code pénal qui traite du terrorisme, rappelons-le, devient la norme. Une presse pénalisée quotidienne pour un système de plus en plus autoritaire.
alors que les conséquences d'une telle disproportionnalité sur les prévenus et leurs familles sont dramatiques. Cela doit cesser. L'article 87 bis doit disparaître. C'est notre combat au sein du CSL-ADDH, un combat que nous menons avec d'autres organisations de la société civile, dont certaines sont présentes ici. Chers amis, le constat que nous faisons collectivement sur la situation politique et la dégradation des libertés en Algérie est unanime. Nous sommes d'accord, dans notre pays, l'impasse politique, l'absence de liberté et le désespoir qui touche des segments entiers de la société constituent un mélange explosif. Un mélange qui est soumis à l'apparition d'un contexte international des plus volatiles. Il faut éviter l'explosion. Il faut le changement. Le changement que nous avons espéré lorsque nous nous sommes investis dans le mouvement du Hirak en février 2019. Un changement que nous devons continuer à espérer, à revendiquer, à construire collectivement, ensemble. Certains diront dans le compromis, d'autres dans la convergence et le consensus, ou encore dans la rupture et le dépassement. Je pense que le plus important est de convaincre, de qui de droit, comme on dit là-bas chez nous, d'aller vers un changement réel, profond et radical vers la démocratie et l'état de droit. Notre pays doit changer de trajectoire. Aujourd'hui, avant demain, demain, avant après-demain. Un processus à lancer dans le dialogue entre Algériens et Algériennes pour l'intérêt de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. Je vous remercie. Merci Adel pour ton intervention. Je rappelle que Adel Bouchergui est le président du comité de sauvegarde de la LADDH récemment. Voilà. Donc c'est le nouveau président du comité de sauvegarde de la LADDH. Le prochain intervenant c'est Djil Jadid. C'est Yassine Mami, vice-président Djil Jadid membre. Cher Président, chers amis, bonjour à tous. Alors, je suis Yassine Mami, je suis vice-président de Djil Jadid membre. C'est la branche diaspora de Djil Jadid. Je suis content d'être passé parmi vous. Merci pour ce meeting. Merci d'accéder pour ce meeting sur la vie politique. Dans un contexte qui fait que la vie politique en Algérie n'est pas très dynamique. C'est voilà. Je disais, merci pour ce meeting. Dans un contexte politique qui n'est pas très dynamique en Algérie. Désolé pour ce petit... Merci. Donc, adhère à toute forme de fédération, toute forme de travail collectif qu'on peut mener ensemble. Je pense que nous avons besoin donc tous d'un travail de fédération, de travail collectif qui va mener le pays à l'état meilleur, on va dire. Nous avons besoin d'avoir un pays plus fort, plus moderne et surtout plus démocratique.
Je pense que la dernière fois où les forces vives de la nation ont pu réunir leurs forces pour fédérer et pour faire quelque chose de collectif, là, ils ont fait aboutir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait aboutir le Hirak. Et tout le monde se souvient. C'était en fait toutes les composantes de la société algérienne, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des hommes politiques ou non politiques, ont pu exprimer en fait un esprit d'engagement politique extraordinaire, ont pu exprimer une volonté politique pour un changement de gouvernance du pays. Et ça, c'était extraordinaire. Surtout qu'on était dans un contexte où personne n'y croyait. Personne n'y croyait que ce peuple avait une culture politique. Personne ne pensait qu'on avait une conscience politique. Mais le peuple l'a fait. Voilà. Et peut-être sur un point de vue plus local, ici en France, d'Estora, moi je garde des souvenirs très forts, hein, en fait, avec quelques amis du collectif. On a passé quelques soirées, on va dire, tardives, très animées, pour organiser la logistique, les rassemblements, la sonore, tout ce qui va avec, pour donner une image digne de la communauté algérienne. Et ça, j'en garde une très très belle image et j'en suis particulièrement fier. Mais bon, pour la suite, vous la connaissez, la suite n'est pas très très glorieuse. Le Hirak a apporté des avancées, on va dire, timides. Je pense qu'on n'a pas pu faire obtenir ce qu'on voulait. Plutôt, on n'a pas su obtenir ce qu'on voulait pour différentes raisons, en fait, variées, en fait, peut-être à cause des positions, des choix politiques qui ont été faits par les uns et par les autres, qui n'ont pas été, disons, pertinents. Mais peu importe, en fait, peu importe, il faudrait voir un peu l'avenir et il faudrait qu'on puisse se réunir donc tous pour repartir et garder l'esprit de Hirak et ne pas en faire le Hirak comme une simple parenthèse qui se ferme. Pas du tout, il faudrait que ça continue. Je pense que l'Algérie a toujours besoin de nous. Je pense que l'Algérie occupe une place qui n'est pas à sa hauteur. Donc c'est à nous, on va dire, travailler pour devenir la nation qu'elle mérite. Et ça, en fait, je pense qu'on n'a pas trop le choix que de s'unir entre nous, toutes les forces politiques. On peut être de partis politiques différents, mais il n'y a pas trop le choix que d'unir nos forces pour travailler ensemble. Monsieur le Président a parlé de plusieurs enjeux, hein, en fait, qui sont cruciaux. Vous avez la loi des partis, la loi le code électoral, le code de la mairie qui va être discuté là dans les prochaines semaines. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui nous réunissent et qui peuvent nous rendre plus forts pour qu'on puisse, on va dire, obtenir des concessions du régime. Voilà, donc ça c'est il faut travailler sur ça. Et peut-être un des enjeux les plus importants qu'on va devoir affronter tous ensemble, collectivement, c'est de faire adhérer l'Algérien à la politique, à l'acte politique. Je pense qu'il faudrait expliquer à nos amis que n'importe quel changement durable ne peut pas être obtenu que si on a un engagement politique, que si on a un engagement citoyen, qu'on a une action politique organisée. Et ça, c'est le travail un peu des partis. Quelle que soit ta couleur politique, quelle que soit ta conviction politique, il faudra s'engager, il faudra s'organiser, parce que si toi tu ne le fais pas, d'autres ils vont le faire à ta place. Voilà, donc c'est peut-être mon message à tout le monde. Et voilà, donc j'espère par avance, je vous souhaite très bonne année à vous, à Segas Amigas, et puis Inch'Allah, à très bientôt. Merci. Le prochain intervenant, c'est le PADA, pour une alternative démocratique en Algérie. Donc c'est Liège du Bailey qui représente le PADA. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Salam alaikum. Honorable assistance, au nom du PADA, pour une alternative démocratique en Algérie, tous nos remerciements
tous nos remerciements pour cette invitation du RCD, ce parti démocratique d'opposition qui a su garder avec courage sa ligne malgré les restrictions sur les libertés politiques et les menaces existentielles, suite à la tourmente répressive que le pays traverse depuis bientôt 6 ans. Nous répondons d'autant plus favorablement à cette initiative que PADA est une organisation politique née du Hirak, de la diaspora qui s'est donné comme ambition de porter ses revendications, à savoir le changement de régime pour un État de droit démocratique, respectueux des libertés, à savoir le changement du régime pour un État de droit démocratique, respectueux des libertés et de la citoyenneté pour l'unité de la nation dans sa diversité et pour l'adoption du mode de lutte pacifique. Nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de conjuguer nos forces, aussi bien celles du pays que dans la diaspora, pour que la volonté populaire de changement exprimée à travers le Hirak puisse trouver une réalité face à la réponse du tout répressif du pouvoir par la promulgation de lois liberticides privant de liberté de milliers de citoyens algériens, ainsi que par la fermeture des champs politiques et médiatiques. Ces derniers temps, c'est le monde de la culture qui prit pour cible, signant la dérive ultime de l'autoritarisme des décideurs. Des lieux de débat sont fermés, cafés, littéraires, librairies, salons du livre, des acteurs culturels, des chanteurs, danseurs, des cinéastes, des éditeurs, libraires et écrivains sont intimidés, harcelés et voire arrêtés dans des conditions violant leurs droits de citoyens, comme celle qu'on a eu un retentissement international. Ici, dans l'immigration, le nombre d'exilés ne fait que croître suite au climat de terreur et de blocage du pays, générant du désespoir. Une immigration massive, vidant le pays de ses forces vives au prix de déchirements personnels, sachant que la liberté de circulation aux frontières n'est plus garantie. Les visites au pays génèrent de l'appréhension, y compris pour des motifs familiaux graves, augmentant la souffrance de nombreuses familles algériennes. La question politique actuelle est comment sortir de cette impasse tragique. Avant de pouvoir, malgré le désaveu cinglant et renouvelé exprimé lors de la dernière élection présidentielle, que vient renforcer la récente campagne menée Charadi sur les réseaux sociaux. Rappelant que le débat en tant qu'il s'imposait au lendemain de l'élection présidentielle a été vite, c'est-à-dire le dialogue a été vite oublié pour de vagues perspectives. Cette question se pose essentiellement pour l'opposition, sa capacité à construire une aspiration. Il s'agit de transformer le rapport de force. Eh bien oui, le rapport de force populaire exprimé le 7 septembre dernier en rapport de force politique de changement démocratique. Fort de ce verdict populaire, et en s'adossant plus de 80% de la population, il est du devoir actuel pour chaque acteur politique, à quelque niveau que ce soit, de travailler à dépasser le système actuel pour prendre la seule voie possible, celle d'une transition démocratique, et agir de sorte que les décideurs n'aient pas d'autre choix que d'ouvrir cette perspective. C'est la nécessité de l'heure pour l'intérêt et le salut de l'Algérie
notamment vu du bouleversement du monde. Les récents événements de Syrie montrent que les dictateurs coupés et rejetés de leur peuple sont destinés à des fins tragiques. Eh bien oui, ils sont destinés à des fins tragiques, tout en mettant leur nation en danger, en les fragilisant pour devenir vulnérables aux emprises et aux implications étrangères. En Algérie, sans l'adhésion du peuple et de son élite, tout avenir et consensus constructif est compromis et fait peser de grands risques sur la souveraineté nationale. Nécessité historique pour la préservation de l'État national. Cette période de transition aboutira au recouvrement de la souveraineté populaire et ouvrira la voie à l'instauration d'un État de droit fondé sur les principes démocratiques, l'égalité citoyenne, le respect des libertés individuelles et collectives, le pluralisme et la séparation des pouvoirs. La forme de l'État devra être choisie pour représenter mieux la diversité de la nation algérienne, comme l'a incarné le Her. Merci à vous. Merci, le prochain intervenant, c'est Liberté Algérie, Omar Bourouba. Donc j'invite Omar Bourouba à intervenir. Mes chers amis, mes chers camarades, il n'est pas facile, il n'est pas aisé de prendre la parole dans une période politique marquée par une régression terrible. Tant sur le plan du droit international, tant sur la déconfiture qui est en train de se dérouler devant nos yeux du multilatéralisme, hérité de la paix construite péniblement après la Deuxième Guerre mondiale. Il m'est pénible de prendre la parole devant vous et d'ordonner une parole politique lorsque nous sommes impuissants, tous et toutes, devant un génocide sans précédent qui se déroule devant nos yeux. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un détail de l'histoire, c'est certainement un point d'inflexion. Il annonce quelque chose, un tournant, qui annonce des périodes de guerre, de conflit. Il n'est pas anodin. Aujourd'hui, un pays génocidaire, condamné par toutes les cours pénales internationales, par toutes les organisations des droits de l'homme, par toutes les ONG, tout le monde est unanime qu'il s'agit d'un génocide, que ce qui se déroule devant nous est insupportable. Il se propose, toute honte pure, de se positionner comme le pivot de la politique régionale au Moyen-Orient. Et cela est inadmissible. Mes chers amis, c'est dans ce contexte que la réponse du régime à notre impasse, à la situation qui est devant nous, est dramatique pour l'avenir de notre nation. On ne peut pas raisonnablement construire l'Algérie de demain dans la paix si la seule réponse politique construite, assumée par le régime, c'est celle de la tyrannie. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de confondre les écrivains avec les balles des Kalachnikov ou avec des terroristes. Lorsqu'on fait cela, on condamne l'avenir de la nation. Boualem Sansal a le droit de parler, même si c'est un réactionnaire, mais il nous appartient. C'est un écrivain algérien. Il a le droit de prendre la parole, quelles que soient les motivations de nous devons l'assumer. Nous ne devons pas avoir honte de cela. Ce n'est pas possible de fermer les yeux lorsque la seule réponse politique aujourd'hui du régime, c'est de tenter de construire un discours incohérent, un projet national incohérent avec des photos de synthèse au journal télévisé nous promettant des tours et des tours
des projets hallucinants, incroyables sur la baie d'Alger. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible non plus d'entrevoir l'avenir lorsque on n'assume qu'un discours populiste où on cultive la haine dans la société. Aujourd'hui, mes amis, on présente le Maroc comme l'ennemi indépassable de l'Algérie. On ne peut pas se satisfaire de ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue pour notre nation sans une intégration maghrébine. Et nous, qui parlons ici de la diaspora, nous sommes les héritiers de l'étoile nord-africaine. Nous savons quelle est l'importance que nos aînés ont cultivé dans ce projet fantastique qui est celui de l'émancipation, de la libération de tous les Maghrébins, de tout le peuple du Maghreb. Et cela aujourd'hui, nous devons, nous, à partir d'ici, à partir de la diaspora, faire tout pour construire ce discours de la fraternité, éviter ces dérives guerrières que les dirigeants assument. Arrêtons ces délires paranoïaques qui sont en train de mener doucement mais sûrement notre nation à des conflits de guerriers insupportables. Et aujourd'hui, je pense que nous... Vous ne m'entendez pas? Nous devons, nous, d'ici, construire cette fraternité avec la société française, avec nos amis marocains, avec nos amis tunisiens, avec nos amis du Sahel. La solution, c'est le Maghreb uni, démocratique. Au nom de Liberté Algérie, Monsieur le Président, je vous remercie du fond du cœur de votre constance dans votre combat pour la démocratie. Je finirai avec cette citation de Siad Ba. L'histoire des tyrans est celle qu'on grave dans la pierre, celle des opprimés dans les cœurs. Mais un jour, les cœurs parleront. Nous avons raison. Merci à Omar Bourouba. Donc le prochain intervenant, c'est la Révolution du Sourire, Mohamed Bakir. Alors, d'abord, je tiens à dire que je souscris totalement à l'intervention précédente. Donc, je souscris totalement à l'intervention faite par Omar. Alors, camarades et amis, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à saluer chaleureusement le Rassemblement pour la culture et la démocratie, sa direction et l'ensemble de ses militants. Votre engagement constant pour la liberté, la justice et la démocratie force l'admiration et inspire le respect. Vous incarnez à travers vos luttes et vos sacrifices à la fois la résistance et la résilience indispensable face à toute forme d'oppression et d'injustice. Je pense que l'engagement du RCD est à saluer parce qu'il marque un positionnement très particulier dans l'aérofage politique algérien et la position qu'ils occupent n'est pas aisée. Et le courage dont ils font preuve est à saluer à plusieurs titres. Ensuite, je voudrais exprimer, au nom de la croyance en le droit des peuples à s'autodéterminer, une solidarité avec le peuple syrien, qui est engagé actuellement dans une transition qui est incertaine, certainement, mais qui est importante après des années de résistance, à un système despotique et dictatorial et une guerre civile atroce. Ce qui est en train de se passer en Syrie, je pense que c'est important à plus d'un titre. Nous devons être... C'est celui-là qu'il faut. Non. D'accord.
Donc je disais qu'il faudrait adresser un salut tout particulier au peuple syrien parce qu'il est dans une phase très particulière dans sa trajectoire historique. C'est un moment de transition qui est incertaine. Il sort d'une guerre civile éprouvante et d'une dictature des pires que l'humanité a pu connaître, mais il fait face à des aléas très importants. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe en Syrie, parce que c'est une expérience de transition. Peut-être que très rapidement, nous allons être confrontés à des problématiques qui certainement ne seront pas les mêmes. Mais nous pourrons tirer des leçons de ce qui est en train de se passer en Syrie. Dans ce point particulier, je tiens aussi à saluer le Rojava, ses institutions démocratiques, les combattants des pays YG, et particulièrement les combattants du pays YG, qui font face à une armada néo-ottomane, qui sont menacés d'une extermination et qui sont menacés d'une agression des plus barbares. Je pense qu'il faudrait qu'on soit attentif à leur situation et surtout qu'on puisse accéder à l'expérience qu'ils ont mis en place, qui est une expérience toute particulière. C'est une expérience de confédéralisme démocratique qui a été réfléchie par le dirigeant kurde Abdallah Öcalan. Bon, certains trouveront qu'il ne faut pas citer son nom, peut-être. Donc, cette expérience de confédéralisme démocratique a été à étudier tout particulièrement parce que par certains aspects, elle pourrait nous aider à réfléchir à nos propres situations. Alors, j'ai perdu le fil. Je vais citer. Alors, je voudrais terminer sur quelque chose qui nous concerne, nous, en tant qu'Algériens. Je vous dis ma conviction que le changement est là. Il est à la portée de notre peuple. Oui, c'est ça. On va ramener tout l'avenir en Algérie. Merci, monsieur. Franchement, c'est un cirque politique. Vous avez on a le droit de s'exprimer. Non, pas du tout. Laisse-le s'exprimer. Monsieur, vous pouvez prendre la parole juste après. C'est bon. Vous savez, sincèrement, je peux faire juste un match pour quel moment. Alors, sincèrement, ce qui est en train de se passer en Syrie, il rappelle, dans beaucoup d'aspects, la crise de 62, qui s'est passée en Algérie. Un peuple qui se bat pour son émancipation, et vous avez une force organisée qui est alliée, qui met la main sur le pouvoir, qui installe un système, et qui crée une dynamique où toute voix dissidente est accusée de dissidence, de danger, etc. Les Kurdes ont bon dos dans cette situation, et les Syriens qui ont manifesté avant-hier le 19 à la place des Omeyyades, ils sont traités de chefs de Shbiha. Pourquoi? Parce qu'ils se prononcent pour un État démocratique et laïque en Syrie. Je pense que les militants syriens devraient étudier la crise de 62. Vous avez par exemple un aspect. Dans la crise de 62, on a sorti à nos parents le mot d'ordre de un seul héros le peuple. Ce qui veut dire qu'un seul héros le peuple, celui qui était aux frontières en train de jouer au football, c'est la même chose que celui qui était dans le maquis en train de se battre face à l'armada française. C'est kiff kiff, un seul héros le peuple. Un homme c'est quoi? Un homme c'est chef souri face au peuple. Il y a des mécanismes qui sont en train de se remettre en place. Je pense que les camarades syriens devraient étudier notre situation. Et dans le même temps, nous devons étudier toutes les transitions. Revenir sur la transition tunisienne, revenir sur la transition libyenne, étudier ce qui se passe actuellement en Syrie pour anticiper les difficultés et les dangers. Parce que la transition, elle est là, devant nous. Le peuple va sortir dans la rue. Le changement va se faire plus vite qu'on le pense. C'est ma conviction. Plus vite qu'il ne pense. Ce pouvoir est faible. Nous pouvons être plus d'accord pour dire une chose. Il n'y a pas de proposition politique.
Roman l'a très bien souligné, ils font des images de synthèse, ils nous font croire qu'il va y avoir un train de Tamaras à Alger, ils nous disent qu'ils ont toutes les réserves du monde, on est mieux que la Chine dans les terres rares, etc. Ils n'ont pas de proposition politique. En 1989, ils ont fait une proposition politique à la société et ça a donné ce que ça a donné. Mais là, il n'y a pas de pouvoir. Un pouvoir, il dialogue avec sa société, même s'il est dans une logique dictatoriale. Il essaie de trouver un terrain d'entente, un terrain de négociation. Ce pouvoir-là est faible. Ce pouvoir-là est isolé. Ce pouvoir-là constitue un danger sur l'Algérie. C'est le véritable danger par rapport à l'Algérie. Et il faut qu'on ait cette conviction. C'est pour ça que la position du RCD est courageuse, parce qu'il garde la flamme, il garde le phare pour nous dire que le changement est là et que des voix se lèvent dans le pays pour qu'on puisse avoir des chances de déboucher sur un projet démocratique, sur un projet intégrateur, sur un projet qui rassemble les Algériens. Et il faut le dire, dans les phases transitoires, la question n'est pas une question de majorité. C'est exactement comme dans le mariage. Vous n'allez pas voter dans une famille si une personne va au niveau de une autre. On va créer un cadre en tant qu'Algérien. Alors, dans ce cadre-là, soit je décide d'en être, soit je décide de ne pas en être. C'est ça les moments constituants. Si tu veux instaurer un système où je ne suis pas, où je suis lié, pourquoi tu veux que je sois avec toi? Eh ben, on est dans le technique, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas te dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Toi, tu ne peux pas me dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc la question, c'est quoi? La question, c'est de définir un cadre où chacun de nous se retrouve, où les questions communes, on les assume tous ensemble. Et les questions de divergence, eh bien, les questions de divergence, on trouve des mécanismes, comment les gérer. C'est pour ça, par exemple, que l'optique, c'est pour ça que, par exemple, l'optique d'un État fédéral est, bon, tout le monde n'appelle pas ça un système fédéral, régional, etc. C'est pour ça que cette optique-là est la meilleure. Ça donne de la souplesse sur les questions qui nous divisent. Et ça nous permet de travailler en synergie sur les questions qui nous rassemblent. Il y a des solutions. Il y a une perspective rayonnante devant nous, pourvu que ce système dégage. C'est la condition que... Merci beaucoup. Nous allons clôturer cette première série d'interventions avec notre ami Brahim Taïeb, s'il veut bien me dire 2-3 mots. Donc, je lui passe le micro et on passe directement au débat. Voilà. Bonjour à Zulf Yaroun.